Bonjour, je suis Jocelyn Doucet, CEO de Powerway. Merci, bienvenue à notre série où nous partageons ce que les dirigeants inspirants font pour créer le futur maintenant. Aujourd'hui, je suis avec David Arsenault, président de FNCO, une entreprise qui fait l'impossible maintenant, c'est-à-dire rendre le transport lourd plus efficace au niveau énergétique. Bonjour David. Salut Justin, ça va bien? Ça va super bien. Qu'est-ce qui te donne espoir que le futur est maintenant? Écoute, je pense qu'on passe au travail d'une opportunité, puis des opportunités de même, en tout cas moi dans ma vie, j'en ai pas vu souvent. Puis, tu sais, c'est toujours, moi je viens d'une industrie dans laquelle j'opère, qui est une industrie qui est, je te dirais, assez traditionnelle. C'est dur de briser le moule, de briser le statu quo. Là, on a comme une occasion où ça a été brisé comme par une force de la nature, si on veut. Fait qu'il faut la saisir. Tu sais, ça n'arrivera pas souvent, il faut saisir cette occasion-là. On a la chance d'avoir des politiques de réimplanter, de faire une relance économique dans une certaine direction. Il faut la shaper ou l'orienter, si tu me permets, pour vraiment pouvoir résoudre à la fois le problème de changement climatique puis la relance économique. Parce que moi, je vois ça comme une excellente opportunité. Justement, avec la crise qui touche les transports et l'énergie, je pense qu'on le voit assez bien, là, le coût de l'énergie vient de tomber à un niveau record. Comment est-ce que tu vois l'avenir du transport en général? Puis comment est-ce que tu vois les technologies ou les solutions technologiques comme celles que tu proposes, comme faisant partie des solutions pour justement régler ou jouer sur l'avenir de ces transports-là? Bien, écoute, l'entreprise FNCO, c'est pour efficacité énergétique. Fait que moi, j'ai toujours dit que l'important, c'est d'être le plus efficace possible. J'applique ça dans ma vie, j'applique ça dans le transport aussi. Je pense que c'est indispensable de transporter des marchandises, transporter des personnes. C'est un service qui est essentiel. C'est quelque chose qu'on a toujours eu besoin, qu'on va toujours avoir besoin. Maintenant, il faut le faire avec moins, il faut le faire avec moins de ressources, il faut le faire de façon renouvelable. Inévitablement, dans un souci d'efficacité globale, je pense qu'il va toujours y avoir du transport pour relier les personnes qui sont les plus efficaces d'une personne à l'autre pour produire ce qu'ils font le mieux. Fait que c'est inévitable, il faut juste trouver une façon de réduire l'impact. Puis la technologie est là, on le voit dans l'électrification du transport. Je pense que l'électrification, au point où elle est là, elle n'est pas parfaite encore. C'est pour ça que nous, on n'approche pas ça dans le sens de l'électrification pure, mais dans le sens de l'efficacité énergétique. Moi, je vois beaucoup plus l'analyse du cycle puis d'optimiser le cycle, de mettre le moins d'énergie à bord du véhicule, puis de la mettre juste pour qu'est-ce qui est utile ou qu'est-ce qui est nécessaire. Puis avec un peu d'intelligence artificielle, ce sur quoi on travaille, on est capable de voir les besoins, d'anticiper les besoins, puis de mettre juste l'énergie à l'intérieur du véhicule qui va nécessiter pour accomplir son prochain besoin. Fait que, la réduction à la source, c'est toujours la meilleure forme d'efficacité énergétique. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? Puis là, j'inclus nous, mais j'inclus aussi les gouvernements. Puis c'est quoi le rôle, en fait, de nous et des gouvernements, justement, pour être capable de contribuer à bâtir cette économie du futur-là? Parce que, effectivement, tu mentionnes l'énorme changement technologique qui est à faire. Tu sais, il y a toute une infrastructure routière de transport qui existe. Il y a des gens qui ont investi beaucoup d'argent dans des camions, dans du transport routier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter cette transition-là, puis utiliser justement le levier de cette crise-là pour être capable de rebondir sur des bases plus propres, puis plus efficaces, puis meilleures? Le problème actuellement, c'est que le coût des CO2 ou des GES n'est pas impliqué dans le coût réel. L'impact que les GES ont ne se reflète pas dans les coûts d'opération réels. Indirectement, il va falloir d'une certaine façon légiférer pour représenter ce coût-là, parce que c'est toujours le gouvernement qui se ramasse avec la facture quand il y a des cataclysmes ou quand il y a des événements de force majeure. Moi, ce que j'ai vu de par mon expérience, c'est que j'ai des clients à Paris ou en Europe qui ont impliqué dans les appels d'offres des exigences de réduction de gaz à effet de serre. Puis mon client a gagné l'appel d'offres et s'est distingué ses compétiteurs de par le fait qu'il réduisait aussi les émissions de GES, puis ça lui a permis d'être performant puis de gagner d'une certaine façon. Je ne peux pas en vouloir aux opérateurs ici qui sont soumis à être le plus bas soumissionnaire ou qui sont contraints à répondre aux appels d'offres d'étant le plus bas soumissionnaire, de ne pas vouloir ou d'être réticents à adopter des technologies. C'est là que je pense que le gouvernement a un certain rôle. Il faut qu'il trouve la façon de refléter l'impact des gaz à effet de serre avec un certain coût, une certaine causalité, cause à effet, puis d'imposer un critère de réduction de gaz à effet de serre dans les appels d'offres. Moi, c'est de loin, c'est ce qui va avoir le plus gros impact. Je crois fondamentalement qu'il faut que ça revienne d'une certaine façon à ce qui est le moins cher et le plus efficace. Il faut juste le refléter. Il faut trouver la façon dans l'économie de démontrer ce qui est le plus efficace. Puis c'est certain qu'il faut trouver la façon de quantifier l'impact des GES qui pourrait être effectivement une vision peut-être futuristique, si on veut, de l'économie.
On entend souvent parler que justement changer d'un modèle qui fonctionne, ancienne économie, vers un modèle, disons, plus technologie propre, qu'il va y avoir des pertes d'emplois, il y a des gens de l'industrie pétrolière qui n'ont plus de travail. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Qu'est-ce que ça peut avoir comme bénéfice, disons, dans le futur, les technologies qu'on développe? Mais écoute, je pense qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont insécures par rapport à leur futur, leur emploi. Il y en a beaucoup qui ont été sur un chômage. Ça peut être un chômage technique. Il y en a même qui ne savent pas ce qui va arriver. Nous, chez FNCO, on cherche toujours des nouveaux talents. Puis c'est des gens qui ont une certaine conviction. Tu sais, j'ai même une belle expérience d'une personne qui a joint l'équipe par conviction. Il avait une bonne job dans le militaire, puis il a décidé que lui, tu sais, il voyait d'une certaine façon un futur au niveau d'être dans une industrie qui est durable, qui est renouvelable, puis ça assurait aussi une pérennité d'emploi. Fait que moi, je pense que tous ces gens-là, ils peuvent contribuer. C'est pas parce qu'ils travaillent dans un certain secteur qu'ils peuvent pas appliquer leurs connaissances, leur savoir-faire, même leurs soft skills à un nouveau secteur. Puis en tout cas, je les encourage à venir nous voir. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous et partagé ta vision du futur. Et merci à nos auditeurs d'avoir été avec nous aussi. Si vous avez aimé cette entrevue, partagez et restez avec nous pour d'autres conversations inspirantes avec des dirigeants qui font le futur maintenant. Merci beaucoup.